Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour notre pop-up du mois d'octobre présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale. Donc, je suis Marine Robizel, je suis chargée de projet en santé mentale au travail et je vais animer ce panel de discussion intitulé Les travailleurs en emploi post-retraite, quelle réalité ? Dans le fond, le sujet vient vraiment d'une discussion qu'on a eue au bureau, parce que le 1er octobre, c'était la Journée internationale des aînés. Et le mois d'octobre est également le mois de la santé au travail, donc largement. Donc, il nous semblait pertinent de rejoindre ces deux thématiques en un pop-up et d'inviter des personnes qui sont concernées ou qui ont travaillé sur le sujet pour en discuter. Donc, justement, dans un premier temps, je vais vous présenter nos quatre invités et eux, du coup, ces 4 femmes qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter Diane Gabrielle Tremblay. Si elle peut faire peut-être un petit coucou pour... Bonjour, c'est moi. Voilà. Comme ça, vous pouvez la situer. Donc, elle est professeure en économie du travail et gestion des ressources humaines à l'université TÉLUC. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux socio-organisationnels de l'économie du savoir depuis 2002. Donc Diane Gabrielle est l'auteure de nombreuses publications, dont 3 livres et plusieurs articles sur la main-d'œuvre vieillissante, ses aspirations en matière de temps de travail et télétravail, ainsi que la conciliation vie professionnelle et personnelle. Donc bienvenue Diane Gabrielle, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter Maryse Meuret. Elle est responsable du programme Mur pour entreprendre qui a été lancé en 2019. C'est un programme de formation en entrepreneuriat social adapté aux multiples réalités des personnes qui atteignent l'âge de la retraite. Ce programme est la 3e expérience de lancement de programme de formation entrepreneuriale de sa carrière et à plusieurs niveaux, donc ce qui est du jamais vu. Cette expérience unique lui a démontré qu'il n'y a pas de limite d'âge pour devenir un entrepreneur heureux et qu'un tel programme permet aux aînés de demeurer actifs plus longtemps et comme ils le souhaitent. Bonjour Maryse, bienvenue. Bonjour. Nous accueillons une 3e personne qui est Caroline Cyr, qui vient de l'organisme Présage. Elle est formée en design et en urbanisme. Caroline conjugue ses compétences à sa préoccupation sociale et environnementale depuis le début de son parcours professionnel. Elle s'est jointe à l'équipe de Présage en 2019 afin de soutenir l'émergence de solutions innovantes aux enjeux du vieillissement à titre d'accompagnatrice en design social. Elle est animée par le contact humain, le brassage d'idées, la réflexion collective et le passage à l'action. Elle participe avec enthousiasme au développement de Murs pour entreprendre. Donc, bonjour Caroline, bienvenue parmi nous. Et pour finir, on va accueillir Linda Couture, qui est une entrepreneure, travailleuse autonome et photographe. Elle cumule plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des communications, le développement de la gestion de projet dans le milieu communautaire et en marketing social. Elle est créatrice et animatrice du podcast Ancrage Travail. Elle fait entendre la voix des travailleurs, travailleuses expérimentés de 40, 50, 60 ans et plus, et celle des gestionnaires d'entreprises sur des sujets liés au monde du travail. Donc, bienvenue Linda. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous aujourd'hui. Avant de lancer la discussion, je voudrais faire 2-3 petits points techniques. Donc, tout d'abord, je vous présente ma collègue Émilie, qui sera là aujourd'hui justement pour gérer les aspects techniques, plus avec le chat et pour faire rentrer les personnes. Justement, le chat est ouvert, donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez réseauter, partager des initiatives avec les participants, réagir, poser des questions. C'est sûr que la période de questions, on va la laisser à la fin pour que la discussion soit plus fluide. Mais bien sûr, il y aura un petit temps de questions à la fin si vous en avez. Vous pourrez les poser de 2 façons, donc soit sur le chat justement, ou vous pourrez ouvrir votre micro pour poser la question directement. Quand vous êtes inscrit, on vous a aussi laissé la possibilité de poser des questions. On les a transmis aux panélistes. C'est sûr que peut-être qu'elles n'y répondront pas. Ça dépendra aussi de comment se passe la discussion. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de la reposer.
Sachez que ce webinaire, ce panel sera enregistré et partagé sur notre site et puis il sera partageable sur les réseaux si vous le souhaitez. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous allons établir un portrait de la réalité des personnes qui restent en emploi ou reviennent en emploi après l'âge de la retraite. Donc pour préciser, au Québec, l'âge normal de la retraite est de 65 ans. Cependant, à partir de 60 ans, on peut commencer à percevoir une rente et aller progressivement vers la retraite. Donc, pour débuter cette discussion, on pourrait se demander qui sont-ils? Qui sont ces personnes qui continuent de travailler, ces travailleurs post-retraite, on va dire. Donc, j'aimerais donner la parole dans un premier temps à Diane Gabriel, qui a justement fait une recherche sur le sujet en 2017. Puis ensuite, je vous laisserai libre de continuer la discussion. Bonjour, alors merci déjà pour l'invitation. Comme vous l'avez souligné, c'est effectivement un de mes sujets de recherche sur lesquels je travaille depuis un bon moment. En fait, je m'intéresse au fond à l'activité, à la présence sur le marché du travail, à l'emploi, dans tous les groupes d'âge finalement. On sait qu'à toutes les époques, il y a des groupes qui ont peut-être plus de facilité, peut-être plus de difficultés. On parle très souvent du chômage des jeunes. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où l'entrée sur le marché du travail était difficile. Par contre, ce que l'on voit surtout maintenant en contexte de pénurie de main-d'œuvre, plutôt, là, dont on parle partout, c'est que c'est en fait les difficultés. Oui, bien sûr, les jeunes ont un taux de chômage plus élevé que les adultes, parfois parce que, ça n'est pas nécessairement les compétences qui correspondent au marché du travail. Mais par contre, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est peut-être davantage, et pas seulement aujourd'hui, mais depuis quelques décennies, c'est du côté des travailleurs vieillissants ou plus âgés. Effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont souhaiter rester sur le marché du travail, mais malgré tout, c'est difficile. D'ailleurs, il y a un certain nombre de groupes en employabilité qui s'occupent particulièrement de mettre en valeur, au fond, les compétences des travailleurs plus âgés. Donc, et on va revenir tout à l'heure, on pourra revenir aussi sur quelques chiffres, mais de fait, ceux qui, à l'heure actuelle, restent davantage sur le marché du travail, c'est plutôt les cols blancs. C'est des personnes qui, effectivement, aiment bien leur travail, choisissent de prolonger finalement leur activité. Par contre, là où même ces personnes ont de la difficulté, c'est que vous avez évoqué les régimes de retraite. Dans beaucoup de cas, ces personnes col blanc, pour la plupart, ont des régimes de retraite, outre le régime public, qui au Québec et au Canada, là, ça n'est pas quelque chose qui permet de vivre de manière très facile ou très aisée. Donc, au Québec et au Canada, c'est vraiment les régimes privés de retraite qui sont plus importants, c'est-à-dire ceux qui sont attachés à notre employeur ou alors les régimes d'épargne retraite qu'on se sera créés. Alors ça, c'est un aspect important. Donc, il y a des personnes col blanc qui vont continuer à travailler parce qu'elles ont un intérêt pour leur travail et tout, et parce que dans certains cas, si elles sont salariées, parce que l'employeur a accepté peut-être certains aménagements. Au fil du temps, moi, en tout cas, ce que j'ai beaucoup entendu dans mes recherches, c'est que certains professionnels, par exemple, étaient devenus cadres au fil des ans. Ils finissaient par avoir des horaires de 70 heures par semaine et souhaitaient revenir dans les dernières années, peut-être à une semaine normale de une quarantaine d'heures. Et ça, les employeurs ne sont pas toujours très ouverts là-dessus. Certains salariés m'ont dit qu'à ce moment-là, ils disaient à leur employeur, moi, à ce moment-là, je vais quitter. Et là, l'employeur, tout d'un coup, était un petit peu plus ouvert à négocier. Mais dans les faits, c'est souvent difficile. Les employeurs ne sont pas toujours ouverts. Peut-être un petit peu plus aujourd'hui avec la pénurie de main-d'œuvre, mais quand même, lorsque les gens sont dans des positions de cadre ou autre, par exemple, l'employeur a parfois, disons, une certaine réticence à accepter des demandes pour des horaires tout simplement normaux, si on veut. Donc, on peut dire qu'il y a plus de cols blancs qui restent en emploi plus longtemps. Bien sûr, du côté des cols bleus, c'est parce que dans certains cas, le travail a été difficile. Je sais que j'avais travaillé à un moment donné dans le secteur textile-vêtements et il y avait des femmes qui se considéraient vieilles, entre guillemets, à 45-50 ans. Donc, le concept de vieillesse ou d'âge, c'est évidemment, il y a un aspect biologique, oui, et il y a aussi un aspect social. Donc, est-ce qu'on me considère vieux ou vieille à tel ou tel moment? On pourra peut-être revenir là-dessus. Mais pour certains, dans le secteur des cols bleus, surtout, là, ou manufacturiers, par exemple, c'est certain que c'est parfois plus difficile de rester en emploi parce que physiquement, on n'est plus capable. Donc, j'arrêterai là-dessus peut-être pour ce premier élément. OK. Est-ce que Caroline, Maryse ou Linda, vous voulez ajouter quelque chose, vous, par rapport à vos expériences
avec Présage ou Ancrage Travail ou Mûr pour entreprendre? Je peux peut-être me lancer. Pour Présage, en fait, nous, on est arrivé avec l'idée de Mûr pour entreprendre parce qu'on a travaillé avec notre laboratoire d'innovation sociale sur les enjeux du vieillissement, puis on s'est rendu compte qu'il y avait justement une partie des personnes vieillissantes qui atteignaient l'âge de la retraite, non pas avec l'envie de se retirer, mais plutôt avec l'envie d'entreprendre de nouveaux projets. Puis, ce qui leur était offert en termes de participation sociale ne répondait pas nécessairement à tous les besoins puis à toutes les aspirations des personnes vieillissantes parce qu'elles ont une multitude de visages. Effectivement, il y a des gens qui vont poursuivre le travail parce qu'elles ont des enjeux financiers. Puis pour d'autres, bien, ça va être des enjeux plus au niveau du sentiment d'utilité, de faire des choses qui font du sens dans leur vie. Donc, on retrouve vraiment ces deux profils de personnes-là au sein de Mûr pour entreprendre. Je vais peut-être laisser Maryse compléter le qui des personnes qui atterrissent chez nous. Bien, moi, j'aimerais ça vous raconter une très courte petite histoire. Moi, je suis enseignante en entrepreneuriat depuis 12 ans, puis je me disais, bon, vous voyez mes cheveux gris, je me disais, ils vont où les gens de 50 ans qui veulent démarrer un projet entrepreneurial? Il n'y a pas de place dans le système pour eux. Quand tu as 35, 40 ans, pour un entrepreneur, tu es considéré comme vieux. Il n'y a même plus de concours qui s'adresse à des gens passés 40 ans. Puis il a fallu faire du lobbying pour arriver à 40. Donc, je suis allée voir Présage en me disant, moi, j'aimerais ça faire un cours d'entrepreneuriat pour des personnes cinquantenaires, avancées, qui ont des projets, qui veulent rester actifs. Puis je ne savais pas, Présage, je pensais partir une formation, mais c'est vraiment pour vous dire que des fois, les idées arrivent en même temps, puis on est vraiment dans cette ère du temps-là. Ces gens-là arrivent à 50, 60 ans avec l'envie de s'impliquer ou des fois le besoin de s'impliquer aussi. Des fois, c'est des gens qui ont juste eu des aventures de vie qui ont besoin de travailler après l'âge de la retraite, mais qui n'ont plus envie d'aller juste remplir des heures chez Home Depot ou faire autre chose. Ils ont envie de vraiment s'impliquer autrement. Donc, on voit ces gens-là arriver chez Mûr pour entreprendre. On en voit aussi qui ont accès à une bonne retraite et qui veulent juste rester actifs. Il y a toutes les couleurs de personnes vieillissantes. Mais c'est ça, il y a vraiment, on sent une vague. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, même si ce n'est pas facile. Oui. Bon, moi, en fait, à l'aube d'une retraite officielle que je pourrais prendre dans un mois, j'ai pas l'intention de prendre une retraite parce que on se retire de quoi? Je veux dire, moi, j'ai encore beaucoup à offrir et j'ai décidé de partir un projet justement qui m'a beaucoup animée parce que je voulais comprendre si j'étais la seule qui pensait comme ça. Donc, j'ai décidé de faire des entretiens. Je suis issue de la première cohorte de Mûr pour entreprendre. On est un peu les guinea pigs, là, Donc, avec ça, toute cette réflexion-là, je me suis dit, j'aimerais ça comprendre justement sur le marché du travail. J'ai vécu des choses, j'ai de l'expérience, comme on l'a mentionné. Donc, j'ai travaillé, j'ai fait des projets d'envergure et tout ça. Et où j'étais bien, c'est quand je me sentais écoutée. Et quand je sentais que mes compétences et que je pouvais développer encore mes compétences. Et à un moment donné, rendu dans la soixantaine, début de la soixantaine, mais tranquillement, je sentais qu'il y avait une petite pression. Je voyais d'autres personnes qui se sont fait montrer la porte d'une façon insinueuse pour diverses raisons, soit que c'était des proches aidants qui manquaient. J'ai travaillé avec des proches aidants, donc j'ai beaucoup eu de feedback de ces gens-là qui se retrouvaient sur le marché du travail et qui ne pouvaient pas vraiment avoir une vie décente. Les gens avaient un stress incroyable. Les employeurs ne comprenaient pas. Donc, moi, mon expérience, c'est vraiment avec des personnes qui sont... J'ai travaillé beaucoup au niveau communautaire, donc c'est des gens qui prenaient du milieu communautaire et on sait que les gens donnent beaucoup. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, justement, je me suis dit, ce que j'ai vécu, j'aimerais ça le voir si je le vois ailleurs. Donc, j'ai fait des entrevues d'une quinzaine de personnes juste pour voir c'est où ils se positionnaient. Puis à un moment donné, je disais, mon Dieu, que ces gens-là ont des belles choses à raconter. Qu'est-ce qui les stimule? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas? Pourquoi ils ont laissé le travail? Donc, j'étais curieuse et puis on va en discuter tout à l'heure des solutions et tout ça. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, je dis, bien, il y a trop de matière intéressante et moi, je suis plus verbale qu'à l'écriture. Donc, je me suis dit, j'ai fait des entrevues, mais je gardais ça pour moi, pour faire un mapping
de qui ils étaient. Puis je me suis dit, ben il faut que ça sorte. Il faut entendre les personnes de 50 ans, 40 ans et plus. Qu'est-ce qu'ils vivent? Parce qu'on n'entend pas parler. Donc, j'ai créé ce balado-là et je suis rendue à 34 balados qui me stimulent, qui m'inspirent. Et on parle beaucoup des personnes d'un certain âge vieillissantes, mais on ne les entend pas. On parle beaucoup plus heureux. Donc, j'ai dit, moi, je vais vous donner la parole. Le slogan, c'est le balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Donc, c'est eux qui parlent. Moi, je passe des entrevues et il y a des résultats phénoménaux que je veux continuer de faire. Et j'ai passé des gestionnaires aussi en entrevue pour voir comment, je vais en faire de plus en plus, mais les aînés ou les personnes de 50 ans et plus ont tellement à offrir. Dans mes 35, j'ai relevé qu'il y en avait une vingtaine qui étaient aussi entrepreneurs. Et qu'il y avait 3 bénévoles à temps plein. Moi, j'appelle ça du travail, qui n'est pas rémunéré, mais c'est du travail que j'ai un peu conjugué avec tout ça. Donc, voici ma part. Puis, c'est un dossier qui m'intéresse vivement, puis je suis bien hâte qu'on en discute davantage. Merci. Donc, merci pour cette réponse. Justement, vous disiez tout à l'heure, Maryse, un besoin de s'impliquer. On a aussi parlé de l'envie de continuer, de passion pour l'activité qui est réalisée. Vous pensez que ça leur apporte quoi comme bienfait de continuer après l'âge de la retraite? Donc là, je pense que j'aurai plusieurs avis et d'ailleurs, dont Linda, que vous-même, vous allez continuer après poursuivre. Donc, je voudrais vous entendre sur ça. Quel bienfait ça leur apporte? Ah, mon Dieu. Si j'avais à le dire en 3 mots, là, je vous dirais rester vivant. Rester vraiment comme actif, rester là, apprendre des nouvelles choses. Tu sais, on ne s'en rend pas compte, mais pour démarrer un projet présentement, dans le mode covidien qu'on vit, ça veut dire faire beaucoup de médias sociaux, aller apprendre des nouvelles technologies. Caroline pourra vous partager, mais ces gens-là, ils plongent dans des nouveaux apprentissages. Puis, on sait, ça garde notre cerveau vivant, d'être constamment en apprentissage. Chez Mur, on leur apprend à rester agile. On dit souvent qu'on est en train de faire notre carré de sable dans lequel on va s'amuser à la retraite. Donc, dans un carré de sable, on met juste les jouets qu'on veut. Donc, on change de jouet assez souvent pour arriver au maximum, comme notre belle Linda a fait. Elle a fait « Qu'est-ce que je veux, moi, vraiment faire à la retraite? » Donc, il y a tout cet amour-là, cette passion-là qui fait que ces gens-là mordent dans la vie différemment. Puis on le voit, la communauté de Mur est très tissée serrée. Les gens s'entraident entre eux, même après avoir terminé la formation. OK. Peut-être compléter, en fait, bon, ça va un peu dans le même sens. Moi, dans les recherches qu'on a constatées, c'est que les personnes veulent effectivement maintenir un réseau social, continuer au fond à s'épanouir personnellement, un peu comme justement disait Maryse, parce que le travail, ça n'est pas que justement un travail pour une rémunération. Pour beaucoup de gens, bien sûr, la rémunération est importante, mais on le voit de plus en plus aujourd'hui. C'est aussi un lieu d'épanouissement social, c'est un lieu où on crée son identité. Ça n'est pas que, au fond, quelque chose qui est séparé de soi. Ça crée beaucoup l'identité des personnes et d'ailleurs, c'est souvent une difficulté que vivent les gens, c'est-à-dire que si les personnes sont forcées de quitter suite à des pertes d'emploi ou parce que justement, l'employeur ne veut pas accepter les nouvelles conditions que les personnes souhaiteraient peut-être avoir après 55 ou 60 ans, il y a cet aspect de perte d'une partie de soi finalement. Un autre élément sur lequel je veux insister qui est vraiment très important, qui ressort beaucoup des recherches, non seulement des miennes, mais beaucoup de recherches qui ont été faites un peu à travers le monde, notamment aux États-Unis. Les Américains parlent de generativity et en fait, ce qu'ils entendent par là, c'est le transfert de connaissances, donc la satisfaction de transférer ce que l'on sait. Alors là aussi, ça contribue à l'identité, au sentiment de satisfaction, à la reconnaissance sociale et cet aspect-là semble être une des raisons majeures, sinon la raison, pour lesquelles beaucoup de personnes souhaitent continuer à être actives, que ce soit en emploi salarié ou en entrepreneuriat, là, dans les deux cas. Mais ce qui est malheureux, c'est que dans les organisations, on ne reconnaît pas toujours cette possibilité-là. Et parfois, les employeurs ne sont pas nécessairement ouverts à cette idée de transfert de connaissances, alors que, bon, c'est quelque chose, on sait, dans le milieu de travail, on a ou des diplômes ou acquis de l'expérience. Il y a des choses qu'on acquiert de manière formelle,
Mais il y a beaucoup de choses qu'on acquiert, comme on dit au Québec, sur le tas. On acquiert comme ça en faisant son travail, en travaillant avec d'autres. Les trucs du métier se transmettent autant dans le secteur service col blanc que dans le secteur manufacturier. On le dit très clairement, il y a beaucoup de trucs du métier, comment faire son travail. Et ça n'est pas nécessairement écrit dans les livres et appris sur les bancs d'école. Il y a une base que l'on apprend, c'est ça, de manière plus formelle, évidemment, dans des ouvrages, par des cours, etc. Par contre, le savoir-faire dans un poste précis et peut-être encore plus dans le secteur des services, c'est quelque chose qui s'apprend avec les années d'expérience. Ce qui est malheureux, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes considèrent qu'on va beaucoup mettre l'accent sur le fait que, et je pense que c'est d'ailleurs très faux, Maryse l'évoquait un peu, l'obligation d'apprendre des nouvelles technologies et tout ça. Dans les premiers temps, quand on comparait les travailleurs plus âgés aux plus jeunes, on disait, ah, ils ont de la difficulté avec les technologies et tout. En fait, je trouve que là, on est vraiment comme dans un monde un peu, peut-être encore là aussi, manufacturier et physique. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de professions, la majorité, les trois quarts de l'économie, ce sont des secteurs des services. Et dans ces secteurs-là, les années d'expérience, d'ailleurs, il y a des gens qui utilisent plutôt cette expression-là, hein, on ne sait jamais quelle expression utiliser, là, travailleurs âgés, vieillissants, et à un certain moment, le gouvernement, je ne sais pas s'ils sont encore avec cette expression-là, et parfois ça dépend des ministères, mais l'idée de travailleurs d'expérience, qui évacue un peu la dimension âge, mais qui reconnaît bien le fait que une des grandes qualités de ces personnes, c'est justement leur expérience. Donc, je pense que c'est cet aspect bénéfique et avantageux, en fait, pour les personnes, de pouvoir continuer à contribuer, de transférer leurs connaissances. C'est un aspect qui est vraiment, en tout cas, moi, dans toutes les entrevues que j'ai faites, les gens le mettaient beaucoup de l'avant. Et par ailleurs, c'est confirmé par un grand nombre de recherches. Donc, je pense que c'est quelque chose, d'ailleurs, dont les employeurs devraient être un petit peu plus conscients. Malheureusement, surtout dans les périodes où, sur le plan économique, ça va moins bien, les employeurs ont tendance à couper. Et malheureusement, dans certains cas, ils vont plutôt couper les travailleurs âgés en considérant que, ben voilà, les jeunes vont apporter de nouvelles connaissances. Oui, mais par contre, je pense que des milieux, et d'ailleurs, ça commence à être de plus en plus démontré là, en gestion de ressources humaines, on dit que des milieux de travail plus diversifiés, avec des plus jeunes, des plus âgés, des hommes et des femmes, ce sont les milieux qui sont les plus créatifs. Donc, cette contribution-là, elle est non seulement importante pour l'individu, mais elle est aussi très importante pour l'employeur et pour la société dans son ensemble. Je compléterais peut-être justement en élargissant. Nous, on a travaillé beaucoup pour créer Mûr pour entreprendre sur le concept de participation sociale. Donc, on inclut évidemment là-dedans le travail, le bénévolat, tout ça. Puis, présentement, on travaille avec le CIUS de Centre-Sud sur le réseau Résilience aînée. Puis, en fait, ce qu'on met de l'avant, c'est que la participation sociale, c'est un déterminant de la santé qui est aussi important, par exemple, que la saine alimentation ou de faire de l'exercice ou de cesser de fumer. Donc, l'impact sur la santé est vraiment très, très clairement établi par les scientifiques. Puis, au niveau plus large, il y a des chercheurs comme Émilie Raymond qui s'intéressent encore là à la participation sociale, puis qui dit que non seulement ça apporte des bienfaits au niveau de l'individu et de sa communauté de proximité. Puis ça, on le voit beaucoup avec les participants de Mûr pour entreprendre qui font des projets qui changent vraiment la vie des gens avec qui ils interviennent. Mais ça peut aussi avoir un impact au niveau de la transformation sociale puis de la démocratisation parce qu'on est dans une ère où est-ce qu'on a beaucoup, on est beaucoup dans l'agisme. Je pense que Mme Tremblay l'a un peu démontré avec ce qu'elle vient de raconter. Donc, d'avoir des gens comme ça qui continuent à s'impliquer puis à mettre de l'avant des projets, bien, ça fait avancer les choses autant pour elles que pour notre société. Voilà. Et moi, je rajouterais, justement, j'abonde dans le même sens. Je ne répéterai pas ce que les gens ont dit, mais il y a une statistique, moi, quand j'ai commencé à faire le projet, qui est venue me chercher, puis je me suis dit, ça disait qu'il y avait en moyenne un travailleur donnerait à peu près 80 000 heures de son temps au travail. Donc, je me suis dit d'arriver du jour au lendemain, de dire, bien, demain, je prends ma retraite sans préparation. Ça donne un coup dur. Puis souvent, moi, j'ai vu dans les témoignages que j'ai entendus, les gens, souvent, ils sont arrêtés parce que justement, ils étaient brûlés. Ou il avait demandé à diminuer les nombres d'heures, puis encore, comme Mme Tremblay disait, ils n'étaient pas écoutés, on ne les a pas entendus.
Et là, ils ont décidé de prendre leur retraite anticipée, souvent, et ils se sont reposés, ils ont aménagé chez eux, ils ont fait toutes sortes de rénovations, mais après 2 ans, il y a comme une statistique qui flotte qu'après 2 ans, les gens se disent, ben là, je veux encore contribuer. Donc, il y avait un besoin, pas juste physique, mais psychologique, parce que justement, quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est pas du travail. Ça dépend si tu es au pic pile à pelle, là. C'est sûr que ça peut peut-être me gagner un petit peu plus le corps, mais en général, les gens, quand ils ont de l'énergie, quand ils sont heureux dans ce qu'ils font, c'est pas du travail. Euh, En tout cas, moi, c'est ce que je pense, puis c'est pour ça que je veux continuer aussi. Mais le 80 000 heures, je me suis dit, oui, c'est vrai, il y a une préparation à faire, il y a une transition. Puis mon premier balado que j'ai fait, c'est une dame de 67 ans qui travaillait et à un moment donné, elle a dit, ben là, il faudrait peut-être prendre ma retraite, mais je me sens, je ne veux pas le faire. J'ai encore apporté, j'ai des petits-enfants. Elle voulait concilier famille-travail. Elle approchait, elle a osé approcher son employeur dans le communautaire, qui semble un peu plus ouvert à ça. Et elle leur a dit, j'aimerais ça continuer à travailler 2, 3 jours. Bien, elle continue à le faire. Donc, pour elle, être heureuse comme ça, puis c'est ce qu'elle pouvait offrir. Donc, je pense que les bienfaits pour elle, c'était justement, elle se sentait capable de contribuer. Il y a une forme de empowerment. On se dit, ben là, je peux faire ce que je veux, quand je veux, au moment où je peux, quand j'ai seulement un temps partiel, par exemple. Elle se sent utile. Moi, ce que j'ai entendu, la contribution, il se sent compétent et justement dans le transfert ou le partage de connaissances avec des gens qui travaillent avec des jeunes, qui sont plus âgés, mais qui travaillent avec des jeunes. Il y a comme un échange bénéfique pour les deux côtés. C'est ce que moi, j'ai entendu sur le terrain. Donc, merci pour ces réactions. Au niveau, je pense que vous en avez cité déjà pas mal. C'est vrai qu'au niveau organisationnel ou dans la société, ils rencontrent quand même des problématiques, que ce soit pour se reprendre le travail ou continuer à travailler. Est-ce que vous avez des exemples ou des problématiques que vous aimeriez mentionner? Enfin, des freins, on pourrait dire aussi des freins plutôt. Oui, ben, je pense que c'est vrai qu'on l'a un peu mentionné certains éléments. La fermeture, je pense, des employeurs. Bon, on peut espérer que la pénurie de main-d'œuvre va améliorer les choses, mais quand même, ce n'est pas la première fois qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est déjà arrivé auparavant. Et d'ailleurs, je sais que moi, je travaille aussi avec certains organismes communautaires qui s'occupent de la réintégration en emploi pour des personnes, par exemple, qui ont perdu leur emploi autour de 50 ans. Et on nous dit que c'est très difficile. Et ce qui est encore plus difficile, c'est lorsqu'on est en contexte justement de pénurie de main-d'œuvre, de rareté de main-d'œuvre, et que les personnes se font dire, mais comment se fait que tu ne trouves pas un emploi alors qu'on est dans un contexte de rareté? Mais en fait, les personnes ne trouvent pas parce que malgré ce contexte de rareté, il y a quand même des préjugés, des biais de la part des employeurs. Et un des éléments que j'entends très souvent, et on l'entend d'ailleurs parfois dans les médias, lorsque on parle de réduction de temps de travail, par exemple, ou de semaines de 4 jours, on en a parlé récemment, à ce moment-là, très souvent, les employeurs vont dire, ah, mais là, justement, il y a pénurie de main-d'œuvre, donc on ne peut pas se permettre d'offrir de la flexibilité des 3 jours, des 4 jours, des semaines de 4 jours, des horaires réduits. Alors que moi, je pense que le raisonnement devrait être tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que si on offre cette flexibilité-là, on va maintenir des gens en emploi, des gens qui le souhaitent, qui souhaitent faire un peu moins d'heures, ce qui peut être compréhensible. Et donc, je pense qu'au fond, les employeurs, plutôt que de voir ce qu'ils perdent en acceptant, par exemple, un 4 jours semaine, ils devraient au contraire se dire, ben, je gagne 4 jours parce que cette personne, surtout pour ce qui est des cols blancs qui ont des bons régimes de retraite, s'ils ne se sentent pas reconnus, valorisés en milieu de travail, ils ont la possibilité de quitter. Donc, je pense que là, il y a vraiment un changement d'attitude et au fond, ça revient un peu à l'agisme. Et parfois aussi, les employeurs vont se dire, ben, bon, la personne a 55 ans, est-ce elle va rester jusqu'à 65? Ben, ça fait que 10 ans. Ou alors, elle va rester jusqu'à 60 parce qu'au Québec, quand même, c'est vrai que beaucoup de gens partent à 60, 61 ans, ce qui est quand même assez tôt et ce qui est plus tôt d'ailleurs que ce que l'on observe
dans d'autres provinces, il y avait quelqu'un qui avait, on va revenir tout à l'heure aux questions du public, mais il y a quelqu'un qui évoquait cette question de taux d'activité. Et c'est vrai qu'au Québec, le taux d'activité et le taux d'emploi après 55 ans et encore plus après 60 ans est plus faible que ce qu'on observe en Ontario, à la moyenne canadienne ou alors Japon, pays nordiques ou autres. Alors, je pense que là, il y a vraiment un enjeu finalement de voir que ces personnes-là, s'il y a 10 ans, alors que l'employeur va se dire, ah ben si j'embauche un jeune de 30 ans, ben, il a 40 ans ou 30 ans à me donner. En fait, il y a un petit peu une illusion d'optique parce que très souvent, les jeunes sont plus mobiles. Donc, au contraire, les travailleurs plus âgés sont souvent plus loyaux et donc, ben, profitez de ces 10 années parce que le jeune, si vous imaginez qu'il va rester 30 ans, ça n'est pas nécessairement le cas. Au contraire, peut-être que dans 2 ans, il va être parti ailleurs parce que dans les premières années de son établissement sur le marché du travail, on regarde ailleurs, on compare, nos collègues, nos amis nous parlent d'autres milieux de travail. Donc, il y a quand même une assez bonne mobilité. Si on pense au secteur finance, technologie de l'information, multimédia, c'est des secteurs où les gens sont quand même assez mobiles. Alors, je pense qu'il faut vraiment changer, au fond, cette attitude du côté des employeurs et se dire, en réduisant le temps de travail, en fait, je gagne des heures. Je n'en perds pas, mais plutôt j'en gagne finalement parce que je garde ces personnes-là. Et d'autre part, mon idée selon laquelle les travailleurs plus âgés ont moins d'années à me donner, ben, en fait, très souvent, c'est l'inverse parce qu'ils sont très loyaux. Donc, ils vont probablement vous donner justement 10 ans, peut-être 15 ans, alors que les jeunes, on s'imagine qu'ils vont rester, mais ils peuvent très bien partir. Donc, je pense qu'il y a vraiment du côté des employeurs les attitudes vraiment à changer. Mhm. Oui, je il y a rajouterais... Ah, Ouais, vas-y, Marie. excusez-moi, vas-y. Mais il y a des freins aussi. Souvent, les participants de Murs pour entreprendre vont se faire dire par des gens autour d'eux, ben voyons, voir si on démarre un projet d'entreprise à ton âge. Tu sais, j'ai une participante dans la cohorte actuelle qui a 72 ans, qui a été prof de méditation toute sa vie et pendant la COVID, elle s'est dit, bon, c'est fini, moi, je ne veux plus me déplacer pour enseigner, je veux faire mes cours en Zoom. Donc, elle montait sa clientèle en Zoom, puis elle s'est fait dire par son frère, qui a à peu près le même âge qu'elle, voyons si ça a du bon sens à repartir encore ton projet d'entreprise à l'âge que tu as, mais être encore capable d'être un prof de méditation pendant plusieurs années. Elle a juste besoin de changer la façon dont elle le fait. Fait que c'est beaucoup aussi dans la communauté de Murs, c'est de faire abstraction justement de ces commentaires négatifs-là pour avancer. Puis je suis certaine que Linda, en tout cas à l'époque, elle en avait beaucoup, elle en a encore plus des témoignages qui ressemblent à ça. Oui, puis moi, je regarde juste ce matin, il y avait à la radio justement une policière dans la région de l'Estrie, je crois en tout cas, où elle faisait son travail et puis à un moment donné, elle avait parti un projet avec des chiens là, pour la question là, je ne sais pas, là, pour les utiliser dans le cadre de son travail. Elle avait créé un Facebook, elle avait donné plus que qu'est-ce qu'on lui avait demandé. Et c'était pour le bénéfice de tout le monde. Et à un moment donné, elle s'est fait approcher apparemment. Elle a quitté, là. Elle a quitté parce qu'elle s'était dit, on m'a enlevé le projet qui me tenait encore là. Donc, ils ont déjà éliminé une personne qui donnait trop en disant, ben, les autres vont s'attendre à faire autant que toi. Ben non, mais c'est ça, ils comparent, ils essayent de niveler vers le bas, peut-être, à ce niveau-là. Mais ça, je me suis dit, c'est juste un exemple. Puis par rapport aux gens que je passe en entrevue, ben, c'est sûr que les gens veulent contribuer, ils veulent se sentir utiles, ils veulent être capables d'avoir une vie conciliée famille, travail, mais j'avais vu dernièrement aussi une journaliste qui avait écrit, je ne sais pas si les gens l'avaient vu, ça m'a fait sourire, mais en même temps sauter. On évite de cataloguer vieux. Elle dit, je remplissais un questionnaire, puis finalement, ça arrêtait à 50 ans. Puis après 50 ans, c'est comme si c'était une grosse catégorie de 50 à 90 ou 85 ans. Et puis, il se disait, justement, comme Mme Tremblay disait, ben là, combien de temps ils vont faire avec moi? Tu sais, 5 ans. Mais il ne la pose pas la question aux gens ou ils ne croient pas. Mais pourquoi, comme moi, j'avais posé une question à quelqu'un qui travaillait avec des jeunes et des aînés, puis il me disait, tu sais, Linda, les jeunes autant que les plus vieux, ils veulent avoir du temps partiel souvent, même les jeunes. Donc, tu sais, ça a changé, là, comme on est plus le travail
à la chaîne, là, comme Mme Tremblay disait. Donc, je pense que c'est important d'aller vérifier avec les gens qu'est-ce qu'ils veulent. Comme la dame du communautaire qui a dit, ben moi, je ne me sens pas prête à prendre ma retraite. Est-ce que vous acceptez de continuer? Puis il était content, puis elle aussi. Donc, ça fait des deux côtés une main-d'œuvre qui est bien remplie. Et puis, à un moment donné, moi, j'avais déjà testé le terrain. J'étais dans un endroit dans ma vie de carrière que j'aurais pu avoir un contrat, puis je leur ai dit, pourquoi pas le partage de travail? Je vous offre que moi, je travaille sur ces aspects-là et j'ai quelqu'un qui est plus compétente que moi. On travaillera ensemble. J'ai déjà travaillé dans des projets ensemble. J'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire deux personnes pour un contrat que vous voulez avoir? Ils ont vérifié, puis ils ont dit, ah, ben j'ai vérifié, puis les gens ne veulent pas ça. On veut une personne qui fait tout. Mais je m'excuse, je ne peux pas être compétente à 100% dans tout. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai dit, j'ai été obligée de refuser. Donc, vous voyez, on parle de pénurie, mais à un moment donné, si on écoute les gens, on risque de les tenir avec nous, ne serait-ce que le 15 heures ou le 20 heures ou le 3 jours. C'est gagnant pour les deux, selon moi. Je ferai du pouce sur ce que Linda vient de dire. En fait, quand on a travaillé en amont de Mur pour entreprendre, on regardait aussi la question du bénévolat parce qu'on se rendait compte que l'offre de bénévolat ne correspondait plus à la demande. C'est-à-dire que les nouvelles générations de personnes qui vieillissent ont envie de s'engager, que ce soit pour le travail ou pour le bénévolat, mais ont envie de s'engager d'une manière qui est signifiante. Donc, aller faire le vestiaire de 2 heures à 4 heures, ça ne correspondait plus à ce que les personnes avaient envie de faire. Elles avaient envie, en fait, qu'on leur demande qu'est-ce que tu voudrais faire, puis qu'elles puissent le mettre en place. Donc, d'avoir plus d'autonomie, puis de sentir que le bagage qu'elles ont, elles peuvent le porter dans ce qu'elles vont offrir. Puis je pense que, en tout cas, on pourra me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans le milieu du travail que dans celui du bénévolat. Puis c'est comme ça que nous, on est arrivés à la proposition de l'entrepreneuriat social en se disant, il y aura peut-être une forme d'entrepreneuriat où les personnes qui vont faire le travail de Mur pour entreprendre vont pouvoir aller voir des organismes communautaires, leur proposer des projets qu'elles vont porter, mais au sein d'un organisme. Donc, en restant toujours finalement dans ce qu'on a envie d'offrir, dans ce qu'on a envie de mettre de l'avant, puis dans ce qu'on a envie d'apprendre aussi. Parce que la question de l'apprentissage aussi, elle revient beaucoup dans tout ça. Hein. Le besoin de continuer à apprendre pour sentir qu'on avance dans la vie, peu importe l'âge, c'est important. Est-ce que justement, ça me fait penser, est-ce que justement le fait que l'apprentissage, ce n'est pas un des bienfaits pour les personnes qui continuent de travailler? C'est ce que vous pouvez peut-être remarquer, j'imagine, chez Mur pour entreprendre. Ouais. C'est un des bienfaits très importants. C'est stimulant. C'est de découvrir des nouveaux mondes parfois. Tu sais, comme j'ai plusieurs participants qui ont peur de Facebook quand ils arrivent dans Mur. Fait qu'on a un groupe privé de Facebook, on les initie aux médias sociaux. Bon, ces temps-ci, Facebook en prend vraiment pour son rhume. Là. Il y a très mauvaise presse, mais il reste quand même que pour plusieurs des participants, ça l'ouvre un monde de possibilités, puis ils apprennent plein de nouvelles choses. Fait que c'est vraiment... je pense, Caroline, tu me l'avais déjà partagé parce que Caroline, elle a déjà travaillé en littératie numérique. Puis ce qu'on voit dans Mur comme apprentissage, c'est vraiment plus rapide parce que les gens ils ont une motivation en plus d'apprendre à le faire. Ils le font pour un projet qui leur tient à cœur. Puis plus on avance en âge, plus que les projets qui arrivent dans Mur, c'est vraiment des projets qui portent du sens. Fait que quand ton projet est vraiment lié à ton sens profond, ben tu es vraiment très curieux de tous les moyens possibles pour le porter, ce projet-là. Ça change tout l'esprit d'apprendre quelque chose. Puis si je peux compléter, dans notre société, l'âgisme va aussi avoir un impact à ce niveau-là parce qu'on dit souvent que les gens sont trop vieux pour apprendre ou en tout cas, même on s'auto-crée cette espèce d'impression-là, ben là, je ne vais pas aller apprendre à faire ça, je suis bien trop vieille. C'est des choses qu'on entend couramment puis ça nous habite. Alors que quand on réussit un apprentissage, il y a tellement au niveau de l'estime de soi, au niveau de la motivation, on voit ça monter. Nous, on le voit beaucoup justement à Mur pour entreprendre, comment les gens arrivent. Et juste au niveau, plus ils cheminent, plus on les sent s'ouvrir puis devenir lumineux. Puis pendant la pandémie, je pense que c'était spectaculaire de voir les personnes qui ont persévéré dans le programme
continuer à faire des choses qui avaient du sens, malgré le fait qu'il y en avait certains qui ne pouvaient même plus sortir de chez eux. Ils ont réussi à faire des projets, puis c'était vraiment... il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on voyait là, au niveau de leur sentiment d'accomplissement, puis du plaisir. Il semblait vraiment avoir du plaisir. C'est le plus bel accomplissement, c'est Linda. Là. Elle voulait porter la parole des gens qui restaient actifs dans le milieu du travail. Elle n'avait jamais fait de balado-diffusion de sa vie. Elle a plongé là-dedans en mode autonome. Elle a fouillé, trouvé. Puis aujourd'hui, regardez le résultat, là, 35 balados moi, je plus trouve tard. que la pandémie a été bonne pour moi dans le sens parce qu'on n'avait comme pas le choix. Et je me suis dit à l'été, je me suis auto-formée avec on a tout en ligne maintenant. Les YouTube, le balado, j'ai fait de la recherche, mais c'est ce sentiment-là de mettre en ligne quelque chose. C'était pas parfait au début. Puis à un moment donné, l'été passé, j'ai mis à jour les photos des profils des personnes. Je n'avais pas eu le temps de le faire, ça allait vite. Puis la rencontre avec les gens, c'est ça qui me stimule. J'ai rencontré ces gens-là, puis à un moment donné, les gens disaient, mais moi, j'aime pas ça me promouvoir. J'ai dit, c'est pas ça. Oui, c'est une chose, mais moi, je pense que l'on a besoin d'entendre des témoignages positifs dans notre société parce qu'on entend toujours parler de maladies. Oui, c'est important qu'on prenne soin de ces gens-là. Mais les gens qui ne sont pas malades, c'est comme si le côté du vieillissement n'est pas mis en valeur parce qu'il y a bien plus de monde qui ne sont pas malades, qui sont capables d'être actifs, qui sont actifs, qui sont malades. Ce n'est pas beaucoup comparé, mais les médias prennent ça comme c'était la norme, mais ce n'est pas ça la norme, là. Et donc, les balados font en sorte justement de donner la voix aux gens pour inspirer d'autres personnes dans leur réseau et à l'extérieur de leur réseau. Puis, c'est tranquillement comme ça qu'on va changer la perception du vieillissement. Ben justement, vous allez vers le sujet qui peut être intéressant. C'est, selon vous, on ne va pas pouvoir non plus révolutionner pendant notre panel de discussion l'agisme, malheureusement. Mais selon vous, quelles seraient les solutions peut-être plus concrètes que l'on pourrait mettre en avant pour justement enlever ces biais, que ce soit au niveau de l'organisation, mais au niveau de la société, de l'entourage, envers les personnes qui veulent continuer à travailler? Je pense quand même que, autant, je parlais beaucoup des entreprises, je pense que l'État aussi a un rôle à jouer. Je peux donner l'exemple de la Finlande, où le taux d'activité des personnes plus âgées avait beaucoup diminué. Et à un moment donné, ils ont entrepris une campagne justement autour de travailleurs d'expérience. En gros, là, je le traduis parce que je ne parle pas finlandais, mais en gros, l'idée, c'était ça. C'était de mettre en valeur le fait que ces personnes ont de l'expérience, peuvent apporter une contribution. Et la Finlande est un cas très intéressant où le taux d'activité avait beaucoup diminué et où il a augmenté parce qu'on a changé la vision sociale, la vision générale sur effectivement les travailleurs d'expérience. Je pense qu'au Québec, on aurait sans doute des choses à faire de ce point de vue-là. Peut-être plus pour les femmes d'ailleurs, et on voit que les taux d'emploi des femmes plus âgées se réduisent, même si on regarde sur les 20, 30 ou même plus, là, les 40 dernières années, les femmes sont plus actives maintenant sur le marché du travail et elles ne se retirent pas de manière importante lorsqu'elles ont des enfants. Donc, on voit des taux d'activité qui se maintiennent. Alors qu'auparavant, lorsque les femmes avaient des enfants, elles sortaient du marché du travail. Donc, pour les économistes, on parlait d'une courbe en M, c'est-à-dire elles entraient sur le marché du travail, puis elles se retiraient pour avoir les enfants, puis elles revenaient. Maintenant, elles restent. Par contre, on voit que, comme pour les hommes, mais un peu plus pour les femmes, il y a un déclin au moment des 55-60 ans. Il y a un déclin quand même important dans l'emploi et dans l'activité. Et je pense que dans beaucoup de cas, ça n'est pas volontaire. Et je pense que là-dessus aussi, comme dans beaucoup de choses sur le marché du travail, la réalité vécue par les femmes est différente de celle des hommes. Je parlais de la terminologie. Quand on parle de travailleurs expérimentés, de fait, on attribue plus facilement, malgré tout,
cette expression-là aux hommes. Quand eux, ils ont des cheveux gris, ben, ça démontre effectivement leur expérience. Donc, quand même, ça peut être jugé positivement. Alors que pour les femmes, apparemment, bon, il faut voir que dans beaucoup de métiers pour les femmes, l'apparence est peut-être encore aujourd'hui, malheureusement, jugée comme plus importante si on pense tous les postes dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'accueil, des choses comme ça. C'est des choses qui changent socialement, mais qui changent très, très, très lentement. Donc, beaucoup de femmes vont dire que, effectivement, ben, par exemple, même à la télé, hein, il y a déjà des présentatrices de nouvelles qui avaient été mises de côté justement parce qu'on les jugeait trop âgées, alors que des hommes, il y en a qui restent présentateurs beaucoup plus longtemps ou animateurs à la télé. C'est un cas particulier, mais je pense que dans beaucoup de milieux, le cinéma, pareil, les femmes vont dire la même chose. Parfois, il y a des beaux rôles pour des femmes plus âgées, mais on les compte un peu sur les doigts de la main. Donc, je pense que malheureusement, il y a cette vision que les hommes acquièrent de l'expérience, alors que pour les femmes, dans certains métiers, c'est plus difficile. Alors, je pense que malgré tout, il faut vraiment quand même faire un travail encore aujourd'hui sur l'agisme. Et ça, je pense que c'est à la fois dans les entreprises, à la fois, on évoquait tout à l'heure les attitudes des personnes qui font des commentaires agistes au fond, dans la famille ou les amis ou des choses de ce type-là. Mais je pense que c'est au fond à tous les niveaux, famille, amis, l'entreprise et la société. Et je pense que avant la pandémie, d'ailleurs, je participais à une initiative je crois que c'est le secrétariat pour les aînés. Encore là, je trouve que la terminologie aîné ou senior, par exemple, qui est très utilisée en France, moi, dans ma tête, ça, c'est 80 ans et plus. Aux États-Unis, d'ailleurs, d'où vient le mot seniors, les senior citizens, c'était quand même plutôt des gens qui étaient effectivement retraités du marché du travail. Donc, notre secrétariat aux aînés, ben, ça s'adresse peut-être moins aux personnes actives. Alors, je pense que la terminologie, les mots, la façon dont on envisage les choses, il y a du travail à faire de ce côté-là. Et donc, nous, d'ailleurs, juste avant la pandémie, justement, on faisait des forums régionaux sur l'emploi des personnes de 50 ans et plus. Et c'était justement dans cette perspective de tenter de contrer l'agisme, d'aller contre ces préjugés et cette idée que, justement, que ces personnes ne vont pas rester longtemps sur le marché du travail, qu'elles demandent des aménagements. Ça aussi, d'ailleurs, je trouve qu'il y a du travail à faire là-dessus. Cette idée que les travailleurs plus âgés demanderaient systématiquement plus d'aménagements. Ce n'est pas du tout le cas parce que, d'ailleurs, comme on l'évoquait, là, ça vient d'être évoqué par le fait que les travailleurs plus âgés peuvent être en très, très bonne santé et ne pas nécessairement demander plus d'aménagement. Il n'y a pas de démonstration là, selon laquelle ces personnes demanderaient davantage. Par exemple, en raison d'ergonomie ou des choses de ce type-là, il y a des personnes plus jeunes qui ont des difficultés ou qui ont des handicaps. Donc, est-ce que vraiment il y a plus de demandes d'aménagement du côté des plus âgés? Ça n'est pas du tout évident. Donc, je pense qu'il faut plutôt se dire que, en tout cas, moi, c'est ce que je vois dans les recherches aussi, que les jeunes, les parents travailleurs et ensuite les personnes plus âgées qui restent sur le marché du travail ont des demandes, par exemple, en termes d'aménagement de temps de travail, mais pour des raisons différentes. Pour les jeunes, c'est parce qu'ils veulent faire des sports, des voyages, avoir plus de temps. Pour les parents de jeunes enfants, c'est parce qu'ils ont besoin de temps pour les enfants. Plus tard, c'est parce qu'on veut justement peut-être soit aussi faire des sports, soit faire des activités artistiques ou autres. On a envie de développer d'autres choses et on se dit, ben, il faut que je m'y mette maintenant. Donc, quel que soit le motif, je pense que justement, il faut que les employeurs se disent, au fond, tous mes salariés ont peut-être envie d'avoir un aménagement de temps de travail qui leur permet de vivre d'autres éléments de leur vie, que ce soit la parentalité, des sports, des activités artistiques. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que certaines personnes vont devenir, on voit augmenter le taux de travailleurs autonomes. Donc, il y a beaucoup de travailleurs âgés qui soit perdent leur emploi, soit l'employeur refuse ce qu'ils souhaitent en termes de temps de travail et qui, du coup, ben, deviennent travailleurs autonomes ou justement se tournent vers l'entrepreneuriat en se disant, ben, moi, je vais me donner les conditions dont j'ai vraiment envie. Donc, je crois qu'il y a encore du travail à faire socialement, à la fois là, de manière générale et dans les organisations. Oui, puis comme tous les changements de société, tu sais, l'écologie, si on veut s'en occuper de la Terre, c'est nous aussi, dans nos mouvements, dans nos gestes quotidiens. Fait que je dirais que de contrer l'agisme dans nos sociétés, c'est nous aussi dans notre quotidien. C'est nous de ne pas en faire envers nous en partant, de ne pas se dire qu'on est trop vieux pour faire quelque chose, un projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Puis c'est de regarder autour de nous les gens qui sont là, qui ont envie de faire des choses et
et ne pas les éteindre, les motiver, les soutenir, les supporter. Je vous dirais que la plupart des gens qui arrivent dans Mur ont des projets pour changer la perception de l'âgisme dans nos sociétés, soit de vraiment comme faire des trucs intergénérationnels. Linda en est encore un bon exemple, ou encore de pouvoir rester à la maison plus longtemps. Si on veut que demain soit différent, ben c'est aujourd'hui qu'il faut y penser, tout simplement. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, un parallèle que Mme Tremblay a dit, qui m'a frappée encore parce qu'on en discute. On a des congés de paternité, de maternité, donc, et quand il n'y a pas autant de négativisme envers l'embauche de quelqu'un qui est une jeune personne, qu'on sait qu'elle va avoir des congés de maternité parce qu'il y a un programme qui les supporte en disant qu'il y a un congé de maternité. Pour les personnes vieillissantes qui s'occupent d'un parent et qui sont exténuées, ça prend tout. On commence à faire des gains, mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau des proches aidants. J'ai travaillé dans l'accompagnement des proches aidants dans une autre vie, disons, et ce que j'entendais, c'était ça. Les gens, ils ne pouvaient plus s'absenter. L'employeur mettait de pression en disant, bien là, ça fait pas mal de temps que tu manges, je comprends que ta mère est malade, mais ben oui, mais moi, je la garde à la maison. Donc, il n'y avait comme pas de compréhension. Bien, voyons, mais pourquoi que ce n'est pas accepté? Pourquoi justement qu'il n'y aurait pas un programme pour supporter d'une façon de dire, bien, il va y avoir des congés parentaux, oui, mais il va y avoir des congés pour les proches aidants pour leur permettre de relever parce qu'ils veulent continuer à travailler, ils ont besoin de travailler. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Par rapport aux solutions, je pense que Mme Tremblay avait mis le doigt dessus. C'est vraiment le style de management aussi, que les gens qui fassent des rencontres justement ciblées pour les défis que les gens rencontrent, soit des proches aidants, soit des travailleurs plus âgés qui disent, ben moi, j'aimerais bien faire un 3 jours, ben, essayer de comprendre pourquoi et comment ça va améliorer sa condition, mais aussi la condition dans laquelle il travaille pour un employeur, par exemple. Pourquoi pas reconnaître les équivalences de la formation? On a du travail à faire au Québec là-dessus. Moi, j'ai une femme que j'ai fait un balado avec elle, qui est une femme. On a dit déjà que c'est pas toujours c'est pas plus facile qu'un homme, mais aussi elle est de diversité culturelle où elle avait travaillé 20 ou 25 ans dans l'enseignement en lui disant, faisant miroiter qu'au Canada, Québec, elle pourrait travailler dans son domaine, mais écoutez, après le temps qu'elle est ici, elle n'a jamais travaillé dans ce milieu-là parce qu'on ne reconnaissait pas sa formation qu'elle avait eue et elle ne pouvait pas retourner 4 ans faire ses études pour qu'elle ait le diplôme du Québec. Mais il y a des médecins dans la même situation. Je pense qu'avec la pénurie qu'on a, on essaie d'aller chercher des gens pour les emplois saisonniers l'été. Et des gens ont eu de la misère pendant la pandémie avec tout ce qui se passait. Mais pourquoi pas au niveau des professionnels, les gens qui ont eu une carrière en tant que médecin ou quoi que ce soit, ont été en pénurie. Il y aurait quelque chose à faire, soit que ce soit du mentorat d'un médecin à un autre médecin, on appelle ça job shadowing, où est-ce qu'on fait de l'accompagnement ensemble. Il y a plein de solutions possibles, mais il faudrait aller leur parler et leur dire qu'est-ce qu'on fait. On le voit, là, ce qui se passe au niveau de la santé. Les gens, ils se tiennent, ils se disent, ben non, on en a assez. Et là, on est confronté à un mur, mais ça fait des années que les gens le disent. Ça a pris la pandémie pour ouvrir les yeux, puis on va voir où est-ce que ça va aller. Je pense qu'il y a quand même des bonnes choses qui vont sortir de ça, selon moi. Je peux ajouter quelque chose sur les travailleuses proches aidantes en particulier, parce qu'effectivement, je pense que c'est un élément très, très important. Une des raisons pour lesquelles les femmes quittent le marché du travail, c'est justement cette raison-là. Les hommes font un peu de proches aidance, ils en font de plus en plus, mais par contre, ils ont tendance à faire des tâches qui sont plus faciles à concilier avec leur travail, c'est-à-dire qu'ils vont aider leurs parents âgés dans les finances, les conduire en quelque part le samedi, des choses comme ça, alors que les femmes sont beaucoup plus celles qui font un soutien plus régulier. Et du coup, ben, il y en a certaines qui vont
soit demander à leur employeur justement de réduire leur temps de travail et c'est refusé et donc elles quittent, ou qui vont carrément effectivement décider qu'elles doivent quitter. Alors, c'est proche aidance à l'endroit des parents, mais parfois aussi, souvent, à l'endroit d'un conjoint. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes vont quitter le marché du travail et après avoir beaucoup de difficultés à y retourner. Et on a fait aussi une recherche justement auprès des employeurs et c'était assez intéressant de voir comment nos employeurs québécois et canadiens commencent à être sensibilisés sur la thématique de la conciliation emploi-famille par rapport à la parentalité. Alors qu'au contraire, par rapport à l'approche aidance, c'est quelque chose, dans la question, c'était au fond, c'est même pas sur le radar, si on veut. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont ils ne tiennent pas compte, les services de ressources humaines ou autres sont peu sensibilisés à ce que ça signifie et à ce qui pourrait aider, en fait, les femmes à rester en emploi. On a fait aussi à la fois une enquête, mais aussi des entrevues, et on voyait que des entrevues auprès des proches aidantes et auprès des employeurs. Et du côté des proches aidantes, ce qui ressort, et je pense que c'est compréhensible, c'est qu'elles hésitent à mettre ça de l'avant. C'est beaucoup plus facile dans une conversation au bureau avec les gens des ressources humaines ou autres de parler de ses enfants. C'est souvent quelque chose de plus positif, mais autant lorsque les gens, par exemple, ont un enfant handicapé ou autre qui exige plus de soins, on hésite à en parler parce que l'employeur va nous considérer automatiquement moins engagés. Et donc, pour les promotions, pour les meilleurs dossiers, il y a des risques. Alors, les personnes hésitent à en parler, les personnes, plus souvent les femmes d'ailleurs, parce que c'est elles qui généralement font ces tâches-là de manière plus importante. Alors, elles hésitent à parler du fait qu'elles sont proches aidantes parce que ça pourrait leur coûter quelque chose, surtout dans le secteur privé, mais même dans le secteur public, elles nous disaient ça. Et du coup, ben, les employeurs sont moins sensibilisés. Ont parfois même, il y en a un employeur qui nous disait « Ah, ben, je lui proposais de prendre carrément un congé, mais oui, dans le privé, un congé à tes frais, parce qu'effectivement, les congés pour la proche aidance, c'est quelque chose qui émerge un peu, mais qui n'est pas très, très fréquent. Donc, c'est vraiment aux frais de la personne. Alors, l'employeur qui dit, ben oui, écoute, prends congé, puis tu reviendras quand ça ira mieux. Ce n'est pas quelque chose qui va aider la personne et c'est ce qui fait justement que beaucoup de femmes vont carrément quitter et ne pas revenir. Donc, on voit des taux d'activité et d'emploi plus faibles parce que, en fait, les femmes font davantage ce type de service, si on veut, mais on pourrait dire même parler de service social parce que c'est un service à la société que de s'occuper des personnes autour de soi. Donc, il y a vraiment un enjeu là, tout à fait important. Puis quand on parle des congés, c'est vrai qu'il n'y a pas de congé identifié pour ça. Il y a des pays en Europe où il y a des types de congés où, par exemple, on peut accumuler des jours de congé et les prendre pour toutes sortes de raisons. La Belgique est un cas assez intéressant de ce point de vue-là. Et la France aussi avait quelque chose qui s'appelait le compte épargne-temps, où on pouvait donc mettre du temps de travail dans un compte, presque un compte bancaire, où on se garde du temps qu'on peut aller chercher. Par contre, là aussi, je vais trouver très intéressant, il y a une thèse qui avait été faite là-dessus et qui montrait que les femmes prenaient, alors que ce n'était pas prévu pour être conservé, bien, les hommes le conservaient et partaient plus tôt à la retraite, alors que les femmes dépensaient le temps qui était mis en banque dans leur temps, très souvent justement pour les enfants, pour la proche aidance et tout. Donc là aussi, il y a une réflexion sociale à avoir sur les rôles des hommes et des femmes et comment les femmes donnent davantage de temps du point de vue de la famille pour les enfants et tous les suivis. Bon, je ne pense pas qu'on va nécessairement développer au Québec des congés très innovateurs très rapidement, mais avec le temps, on pourrait espérer avoir des congés de ce type-là. Mais à court terme, je pense qu'il faudrait déjà que dans les organisations, les employeurs tiennent compte de la proche aidance et ne mettent pas, disons, les femmes, on pourrait dire, sur une voie de garage parce qu'elles sont proches aidantes ou parce qu'elles sont mères plus engagées encore aujourd'hui que les pères, même s'ils le sont de plus en plus au Québec. Donc, je pense qu'il y a vraiment des problématiques là, de ce côté-là, de la reconnaissance du temps que les femmes accordent comme mères et ensuite, très, très souvent, comme proches aidantes. Je trouve ça assez intéressant d'étudier le sujet sous l'axe du genre, de voir la différence entre hommes et femmes. Est-ce que, Maryse et Caroline, vous voyez une proportion plus importante d'hommes ou de femmes qui suivent le programme Mûr pour entreprendre? Oui, Vas-y, Maryse. J'ai un homme par cohorte, parfois. Okay. Sur combien de personnes en tout par cohorte? On est 12 par cohorte. OK. C'est vraiment... puis on voit beaucoup plus de femmes qui arrivent à la retraite avec le besoin de travailler encore. Souvent, elles ont
elles ont fait des compromis tout au long de leur carrière qui fait qu'elles arrivent à la retraite moins bien préparées. Elles vont avoir été aidantes naturelles, elles vont avoir pris soin de la famille plus longtemps, puis elles sont pénalisées souvent. Elles arrivent, elles ont besoin encore de faire des choses, puis on commence aussi à avoir des femmes qui se disent, bien, je vais arriver à la retraite, je vais devoir travailler, fait que 2-3 ans avant la retraite, elles viennent faire le programme MUR pour se préparer, puis développer vraiment un emploi qu'elles vont aimer, puis qu'elles vont pouvoir faire longtemps à la retraite. Ça aussi, on le voit. Oui, j'ajouterais peut-être quelque chose sur le plan financier, effectivement. Les femmes, quand même, encore aujourd'hui, ont en général des emplois moins rémunérateurs que ceux des hommes. Ont très souvent, donc, des régimes de retraite qui sont moins bien garnis. Dans certains cas, elles n'ont même pas de régime de retraite. On sait très bien que dans tout ce qui est secteur hôtellerie, restauration, commerce de détail, il n'y a pas toujours de très bons régimes de retraite pour les femmes. Donc, parfois, elles peuvent souhaiter ou être un peu obligées, dans une certaine mesure, de continuer à travailler. Par contre, ça ne veut pas dire que les hommes ne vivent pas du tout de difficultés. Je sais qu'il y a des groupes d'employabilité qui ont des hommes cadres, par exemple. Bon, je disais tout à l'heure, en général, on leur reconnaît l'expérience, mais il y en a quand même qui ont de la difficulté à se repositionner sur le marché du travail. Encore là, par contre, il y a des petites différences qu'on pourrait dire psychologiques entre les hommes et les femmes. On le voit tout au long du parcours de vie. Les hommes se mettent plus facilement de l'avant, mettre plus facilement de l'avant leurs compétences. Ça, dans les organisations, on va le dire, un affichage de poste. Les hommes vont se présenter en disant « Oui, oui, moi, j'ai telle et telle et telle compétence et tout ». Les femmes attendent d'avoir tout mur à mur pour dire oui, oui, j'ai ces compétences-là. Elles vont plus facilement, s'il y a un poste qui est affiché, se dire « Ah, mais là, moi, je n'ai pas encore tout à fait ceci ou cela et donc, je n'irai pas ». Alors, évidemment, lorsque plus âgés, ben, on va retrouver la même situation, c'est-à-dire que les hommes qui ont perdu, même s'ils ont perdu un emploi, ils vont plus facilement mettre de l'avant les compétences qu'ils ont, alors que les femmes vont, surtout si elles ont perdu un emploi, elles ont été mises de côté, donc elles vont hésiter à mettre de l'avant leurs compétences. Alors là aussi, je pense que dans les groupes d'employabilité ou de retour en emploi ou pour l'entrepreneuriat, c'est des choses sur lesquelles, sans doute, il faut travailler pour qu'elles voient effectivement et qu'elles mettent de l'avant leurs compétences, alors que, disons, par habitude et peut-être aussi par nature, entre guillemets, là, il semble qu'il y a quand même des différences de nature entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes vont moins se mettre de l'avant et donc vont avoir plus de difficultés à réintégrer le marché du travail. OK. Je pense que ça, on revient aussi aux solutions de manière plus générale, puis qu'on parle des femmes, on peut parler aussi de tout un changement qu'il y a eu. On l'a dit peut-être en début de présentation, mais les personnes qui vieillissent aujourd'hui ont un bagage qui est très différent de celui de nos grands-mères ou de nos arrière-grands-mères qui, pour la plupart, restaient à la maison, avaient peu d'éducation. Aujourd'hui, on parle de personnes qui sont nombreuses à avoir eu un certain niveau d'éducation, être de plus en plus nombreuses, donc qui ont vraiment envie de continuer à porter ce bagage-là. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire par rapport à l'image qu'on a des personnes qui vieillissent. Puis, il faut rester aussi agile dans cette vision-là parce qu'elle évolue constamment. Nous ne serons pas à l'image de nos parents quand nous serons vieux. Nous n'aurons pas les mêmes besoins ni les mêmes aspirations, que ce soit au niveau physique ou au niveau santé mentale, au niveau éducation. Tout ça, ça change beaucoup. Donc, il faut que notre société s'adapte à ces changements-là puis soit à l'écoute de ce que les gens, ce dont les gens ont besoin et envie. Je le dirais comme ça. Puis je dirais peut-être aussi qu'on a souvent tendance à penser, quand on s'adresse aux personnes qui vieillissent, en termes de service. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Puis il y aurait peut-être lieu aussi de penser à qu'avez-vous envie de faire pour nous? Parce que cette question-là, elle devrait être là aussi, à tous les âges en fait, là. Mais en n'excluant pas les personnes qui vieillissent parce qu'elles ont encore elles ont énormément à apporter de plein de façons. Ce serait ma contribution sur les options. Moi, je rajouterais, j'avais vu une étude qui avait été faite en Angleterre, puis le titre, c'était de promouvoir, en anglais, mais je vais le dire en français, promouvoir l'inclusion et la diversité des âges.
Et même ce que j'ai vu qui a attiré mon attention, c'était oui, c'est pour le bien-être des employés, mais il y a même des employeurs qui donnent, par exemple, qui introduisent des politiques de soutien aux employés qui passent à travers la ménopause. Il faut le faire, là. Donc, ça veut dire que c'est à un autre niveau, là, mais quand même. Juste, si j'avais mentionné ça, je trouvais ça intéressant. Mais pour faire du pouce sur ce que Caroline disait, les habiletés, les talents, l'expérience, je pense qu'il faut mettre ça au cœur de l'employabilité, parce que au-delà des cheveux blancs, des rides, de plus en plus, les gens s'en vont vers le naturel, là, on s'entend. Euh, Chez les hommes, c'est vrai, ils peuvent avoir les formats qu'ils veulent. Je ne passerai pas de commentaires, là, mais il y en a qui sont encore à la télé, puis si c'était une femme, elle ne resterait pas à la télé. Donc, il y a beaucoup de représentations qui doivent changer. L'image du vieillissement chez les femmes, on a vu deux de nos vedettes dans les médias qui sont femmes qui sont sorties là-dessus. Donc, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de travail. L'âgisme aussi, c'est pas juste une étiquette qu'on se fait mettre, mais on s'en met des étiquettes. Puis, c'est pas juste les femmes. J'ai des amis de mon conjoint qui parlent comme en disant ben, lorsque je suis rendue, ils se sentent vieillir. Après 60 ans, il y en a qui commencent à avoir ce vocabulaire-là, ce self-talk, ils se parlent eux-mêmes comme ça. Puis c'est des hommes, là. Fait qu'imaginez-vous, ça veut dire qu'il faut vraiment contrer ça d'une façon positive, de toutes les façons qu'on peut. Puis dans les médias, la représentation, il faut définitivement que ça change. Comme on entend pendant la pandémie, moi, je me suis dit, je vais essayer de faire mon côté, mon petit grain de sel, une goutte dans l'océan, en disant, je vais mettre de l'avant des gens qui sont vieillissants, mais que le 60 ans de nos jours, il y en a qui disent que c'est comme le 40 ans dans le temps de ma mère. C'est une façon de voir, là, mais il s'agira quand même que si les gens sont heureux, c'est pas le travail qui tue. Ma mère m'avait déjà dit ça quand elle était jeune, c'est pas le travail qui tue, mais c'est vraiment dans les relations au travail. C'est vraiment quand ils font des 80 heures et qu'ils veulent tomber à 40 comme normalement, ben ça use le corps, ça aussi. Donc, je pense qu'il faut mettre de l'avant moins la performance, mais plutôt le bien-être des gens. Les gens, s'ils sont bien, ils vont performer. Et puis, le télétravail est là pour rester sûrement. Puis, vous voyez, les gens disent, bien, en janvier, on va retourner au travail. Mais moi, j'en connais une qui n'est pas capable de prendre le train maintenant à cause des rénovations. Puis, elle dit, moi, je ne sais pas si je vais rester, si je suis obligée de retourner. Elle fait son travail depuis 18 mois en télétravail, c'est correct. Puis, en janvier, l'entreprise lui dit, bien, là, il faut que si tout le monde revient, il faut que tu reviennes. Fait que là, elle est en train de jongler avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, parce qu'ils ont des bureaux à payer, il faut croire, mais il y a des façons d'arranger, je pense, l'aménagement au travail pour permettre qu'il y ait une circulation. Dire, vous autres, combien vous voulez avoir de temps à la maison? 3 jours, 2 jours? Il y en a qui ne sont pas capables de rester à la maison. Ils n'ont pas l'espace ou l'emplacement pour le faire. Bien, ils peuvent retourner à temps plein. Qu'ils fassent peut-être un sondage puis d'aller tâter le pouls pour qu'ils reviennent. Il y a déjà une pénurie au travail. Donc, mettez vos gens de bonne humeur, puis heureux, puis allez les consulter. Je pense que c'est la façon de faire. Les gens, ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Je peux un petit peu compléter sur le télétravail parce que je travaille beaucoup là-dessus justement depuis quelques années et puis dans la dernière année encore plus évidemment. Je pense que c'est clair que la plupart des organisations, on va aller plutôt vers le modèle hybride parce qu'effectivement, comme ça vient d'être mentionné, on est quand même dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Donc, les organisations qui vont imposer le retour à plein temps semblent être assez peu nombreuses. Par contre, c'est vrai que les gestionnaires ont tendance à souhaiter que les gens reviennent plus au travail que ce que les salariés souhaitent. Il y a une enquête de Statistique Canada, il y a une enquête de l'Ordre des conseillers en ressources humaines qui le montre bien. Les salariés, pour la plupart, souhaitent faire au moins, disons que la moyenne, ou même la majorité,
souhaiteraient faire plus de la moitié du temps à domicile. Il y a à peu près 10 qui souhaiteraient retourner au bureau à plein temps et 10 qui souhaiteraient être à la maison à plein temps. Parce que quand même, les gens voient aussi, surtout après 18 mois, on se dit quand même les échanges, quand on parlait tout à l'heure, le mentorat, le fait d'apprendre des autres et de transférer ses propres connaissances, c'est quelque chose qui est important en milieu de travail. Ça se fait évidemment en ligne, sur Zoom ou autrement, mais ça se fait moins bien que dans un milieu de travail. Donc, il y a un peu plus de la moitié, même on pourrait dire 80 des gens qui souhaiteraient 2-3 jours par semaine à la maison ou au bureau. Donc, je pense que les organisations n'auront pas le choix d'aller vers le modèle hybride. Beaucoup le refusaient avant. Moi, j'avais des gens, des entreprises qui m'appelaient, des gens de ressources humaines, par exemple, qui disaient on veut le développer, mais ce sont les cadres intermédiaires qui refusaient et qui souvent disaient ah non, avec ton type de tâche, ça n'est pas possible. Et finalement, bien, effectivement, dans la pandémie, à peu près 40 au maximum, là, si on veut, de la pandémie, 40 des personnes ont fait le travail à domicile. Et les données de Statistique Canada nous indiquent que c'est à peu près le maximum. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que tout le monde peut le faire. On le sait, bien sûr, les policiers, les infirmières, bon, il y a quand même beaucoup de gens, tout ce qui est les services, hôtellerie, restauration, outre les cadres, la plupart des gens doivent être en physique. Mais quand même, il y a à peu près 39 de la population au Québec qui pourrait faire du télétravail et qui a effectivement fait du télétravail pendant les périodes les plus fortes là, de la pandémie. Alors, on s'attend un peu à ce que, à l'heure actuelle, je crois qu'on est autour de 30 donc on s'attend quand même à ce que la plupart des organisations offre le modèle hybride. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Ce matin, on parlait des transports en commun, le fait que, bon, pour que ça soit viable et rentable, bon, il n'y a pas tout à fait assez de monde, etc. Les centres-villes de Montréal ou de Québec ou de Toronto et ailleurs qui sont, disons, un peu dépeuplés. Alors, il y a des changements qui s'en viennent effectivement de ce côté-là. Et moi, dans les premières recherches que j'avais faites sur le télétravail, il y avait effectivement des personnes vieillissantes qui travaillaient chez elles en télétravail depuis plusieurs années et qui disaient carrément, moi, si mon employeur veut me ramener au bureau, je vais démissionner. Alors, c'est vrai que ça n'est pas une bonne manière d'imposer le retour au bureau ou dans une location, dans un endroit précis, d'imposer ça. Des personnes qui sont habituées de faire du télétravail et qui l'apprécient, parce que c'est le cas de la majorité, ben, effectivement, ça n'est pas vraiment une bonne manière là, de maintenir les gens en emploi. Merci beaucoup pour vos précisions. C'est vrai qu'au niveau des solutions, ce n'est pas seulement organisationnel, c'est aussi sociétal, mais vous avez raison, Caroline, ça doit vraiment s'adapter aussi au marché du travail et aux évolutions. C'est vrai que depuis la pandémie, il y a eu quand même des mutations du travail assez importantes, comme vous le disiez, au niveau du télétravail. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, ça serait une prise de conscience globale, si je peux dire, sur l'agisme au travail, que ce soit pour les personnes qui continuent après la retraite, mais aussi des personnes plus jeunes. On va passer à la période des questions. Donc, vous pouvez poser par le chat ou tout simplement ouvrir votre micro pour savoir si les participants ont des questions. Ben, moi, je vois une question là, dans le chat qui reprend un peu des éléments que j'évoquais, les gestionnaires. C'est vrai que la raison pour laquelle on voit davantage de gestionnaires qui souhaitent le retour au bureau que de personnes salariées qui souhaitent effectivement le retour au bureau, la personne le dit bien, c'est que parfois, ils sont mal à l'aise avec la gestion à distance. Ils n'ont pas nécessairement été formés et il faut changer d'attitude. Malheureusement, on a encore beaucoup dans les milieux de travail de personnes, de gestionnaires qui sont très contrôlants. Et moi, je sais que sur le télétravail, souvent, je concluais en disant ben, les travailleurs souhaitent être encadrés et non contrôlés. Et c'est une attitude très, très différente. Et parfois, certaines personnes, par exemple, même les journalistes, parfois vont dire « Ah, mais les jeunes gestionnaires doivent être plus ouverts et tout. » Et en fait, je vais leur dire « Non, non, pas du tout. Au contraire, parce que comme ils sont jeunes, oui, c'est vrai qu'ils ont appris plein de choses sur les bancs de l'école, dans nos programmes en gestion de ressources humaines. On leur apprend qu'il faut faire confiance, qu'il faut faire du travail en équipe, qu'il faut être ouvert, que les modes de gestion d'aujourd'hui sont différents, que ça doit être moins hiérarchique, plus collaboratif, plus participatif.
Par contre, un des défauts de la jeunesse, c'est quand même un peu l'insécurité. C'est normal. On commence dans une fonction et surtout dans une fonction de gestion. Si on doit encadrer, gérer d'autres personnes, on peut être un petit peu plus incertain de ses qualités. Alors, en fait, on va très souvent observer que les jeunes gestionnaires peuvent être parfois plus contrôlants, d'autant plus que parfois leur prime ou leur promotion dépend de la performance de leur équipe. Donc, ils se sentent très coincés et puis ils vont avoir tendance à mal faire les choses, peut-être parfois à contrôler plutôt que de laisser de l'espace et permettre aux personnes justement d'être performantes parce qu'elles sont dans un contexte de travail où on leur fait confiance. Donc, dans le télétravail, un des premiers messages que j'avais souvent à transmettre aux gestionnaires, c'est justement faire confiance, encadrer, soutenir, mais ne pas faire de contrôle supertation. Donc, on parle de gestion par objectif, gestion par résultat, plutôt que de petits contrôles tatillons. Malheureusement, tous les gestionnaires n'ont pas nécessairement fait ce changement. Par contre, en contexte de pandémie, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le choix et qui ont effectivement appris à faire confiance à leurs équipes et qui se sont rendus compte que finalement, c'était en fin de compte la meilleure manière d'obtenir une bonne performance des équipes finalement. Ben oui, pour avoir travaillé pendant 20 mois ou presque en télétravail pour certains, ils ont été capables de faire le travail, donc sont capables de s'asseoir ensemble, de dire oui, on aimerait que vous reveniez, mais peut-être on pourra céduler une journée pour les rencontres face à face, mais que les gens se sentent justement pris en considération de faire confiance, c'est la valeur la plus importante, je pense, parce que s'ils disent non, c'est parce que ça veut-tu dire qu'il est en train de me dire que je veux abuser de mon temps à la maison. Donc, il y a comme c'est ça qui brise les relations, je pense, employeur-employé en partant. C'est drôle. J'aurais une question pour Mme Tremblay. J'ai souvent le réflexe de contacter des gens en ressources humaines pour leur dire qu'est-ce que vous faites pour aider vos travailleurs à prendre cette transition de vie-là. Mais je n'ai pas l'impression qu'à côté des cours de planification financière, là, il y a quelque chose. C'est-tu mon imagination ou le monde du travail n'est pas rendu là encore? Ben, malheureusement, je pense que vous avez raison. Moi-même, d'ailleurs, j'avais un cours sur gestion de la main-d'œuvre vieillissante qui était justement plutôt les fins de carrière, comment les envisager, où justement j'évoquais toutes ces recherches-là, ce que souhaitent les salariés au fil du temps, des aménagements de temps de travail, des 4 jours semaine. Et je faisais justement le lien en disant, ils souhaitent ça. Si vous voulez les garder, c'est ça qu'il faut faire. Mais en même temps, ça n'est pas très différent des autres groupes. Les plus jeunes, les parents, par exemple, travailleurs, vont le souhaiter pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Donc, finalement, on demande tous et toutes de la flexibilité en milieu de travail pour toutes sortes de raisons. Simplement, on pourrait dire que du côté des travailleurs plus âgés, très souvent, la demande de réduction de temps de travail ou de 4 jours, en fait, elle marque un écart peut-être plus important avec leurs heures réelles, justement parce qu'au fil du temps, ben, les professionnels très performants, les cadres, en sont venus à avoir des horaires de travail qui dépassaient largement les 35 heures, qui allaient vers les 50, 60, parfois davantage. Donc, c'est l'écart qui est plus important. Alors, quand la personne demande à revenir, ben, c'est finalement un enjeu qui est plus majeur pour l'employeur. Par ailleurs, quand j'avais je développais ce cours-là, en fait, je l'ai révisé quelques fois. Et à un moment donné, évidemment, dans mon organisation, je vois qu'il y a des gens qui quittent, bien sûr, et l'organisation fait des formations pour les personnes qui quittent. Et moi, j'envisageais pas la retraite, mais par curiosité, je voulais voir ce qu'étaient les contenus. Et au début, je leur avais demandé, est-ce que je peux voir la documentation? Ce n'était pas possible. Et à un moment donné, je crois que c'est peut-être dans une autre organisation, je crois que c'est peut-être l'Université du Québec globalement qui avait offert quelque chose. Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais aller voir. Et de fait, je pense que la réalité, il y a quelques exceptions certainement, mais la réalité des formations ou des journées qui sont offertes aux personnes qui envisagent la retraite, c'est effectivement très orienté sur comment je vais gérer mes finances, et je trouve que le message qui est transmis par ces personnes, malheureusement, c'est souvent un message du genre, ben oui, on s'en va vers la retraite et on planifie financièrement et tout. Et il y a très peu, malheureusement, alors que dans notre société actuelle, compte tenu de la rareté de main-d'œuvre, on devrait être dans
une organisation et des formations complètement différentes qui, justement, mettraient l'accent sur comment les organisations pourraient aménager différemment. Je pense que ça commence, et entre autres, du côté des conseillers en ressources humaines, je pense qu'il y a sans doute des personnes qui font des formations différentes, mais je crois que dans la plupart des organisations, pour toutes sortes de raisons, il faut dire qu'au fil des 20-30 dernières années, certaines grandes entreprises, à un moment donné, elles-mêmes avaient besoin d'assainir leurs finances et donc elles voulaient pousser à la retraite des personnes. Alors, leur formation, leur contenu de formation, c'était pour justement inciter les gens à partir et puis leur dire comment le faire le mieux possible, tant mieux. Mais je crois que socialement, c'est ça, il y a quand même un peu cet aspect-là où on fait plus de formation pour inciter à la retraite et puis dire comment le faire que sur comment se maintenir en emploi et quels sont les intérêts et pour les salariés et pour les employeurs d'un maintien. En fait, maintenant, en ressources humaines, on parle d'attraction, mais de rétention aussi de main-d'œuvre, qui est un enjeu tout à fait majeur, mais vous avez raison. Dans les formations, il y a une dominante de pousser à la retraite et d'inciter à la retraite et beaucoup moins sur les aspects positifs du maintien et de la rétention. Permettre. Je nous ramène au contexte de notre matinée qui est de parler de santé mentale au travail et pour les personnes vieillissantes. Puis je trouve justement que c'est peut-être là aussi l'enjeu de sensibiliser les milieux de travail à la santé mentale, à une meilleure santé mentale de leurs employés parce qu'à tout âge, évidemment, effectivement, on a besoin de plus de flexibilité, plus d'agilité pour enlever un peu de toute la pression qu'on reçoit dans le contexte professionnel. Puis je trouve que l'invitation de ce matin est vraiment intéressante justement à ce niveau-là parce que, en tout cas, de ce que je retiens de nos échanges, effectivement, ça joue pour beaucoup. Le fait de rester au travail a un impact positif sur la santé mentale, mais ça prend un milieu qui est adapté puis qui favorise justement une bonne santé mentale de ses employés. On dirait, pour moi, il y a comme une espèce de tourbillon là-dedans. Oui, puis je pense qu'au fond, bon, je disais, les employeurs, à un moment donné, ont voulu évacuer parce que, bon, pour des raisons financières, il y a eu on s'en rappelle, là, il y a eu quand même des mises à la retraite forcées dans beaucoup de cas d'organisations qui voulaient simplement assainir leurs finances. Et je voyais aussi le discours syndical va dans ce sens-là. Parfois, on mérite, c'est vrai, on a mérité la retraite, on a mérité de se reposer, entre guillemets, mais il y a tout ce discours social où, au fond, beaucoup d'acteurs sociaux qui parlent, qui sont très visibles socialement, transmettent ce message. On ne voit plus maintenant les annonces de Liberté 55, mais ça a quand même duré longtemps et on voit des choses très semblables à ça. Alors que la réalité, pour beaucoup de personnes, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a 2 ans, d'un peu d'euphorie où on fait le ménage, on rénove la maison, etc., etc. Mais après, si on s'assoit devant la télé, ce n'est pas toujours la chose la plus excitante, surtout que les gens sont de plus en plus en santé et donc les années de retraite, entre guillemets, peuvent être beaucoup plus longues. Alors, du point de vue de la santé mentale, c'est vrai que les organisations auraient sans doute à revoir ça et même les individus et l'image sociale que l'on transmet, les acteurs sociaux comme les syndicats devraient peut-être mieux planifier. Peut-être que ça pourrait être un de leurs rôles aussi, plutôt que de simplement valoriser la retraite, la prise de retraite et puis bon, que cette personne est donc chanceuse, enfin, après tant d'années de dur labeur, elle va aller s'asseoir chez elle. Il y a quelque chose dans le discours qui pourrait être peut-être aménagé différemment ou vu différemment. C'est vrai que dans certains cas, puis on l'a évoqué, il y a des gens qui ont des tâches difficiles, il y a des gens qui ont besoin de vraiment se reposer parce que le travail a été difficile physiquement et mentalement. Mais par contre, et je sais que dans certains écrits, on met beaucoup l'accent sur l'activité. Plutôt que simplement le travail. Et je pense que c'est un peu ça. Pour certaines personnes, le maintien en activité va être un maintien en emploi. Pour d'autres, ça va être entreprendre. Pour d'autres, ça va être du bénévolat. Mais surtout ça, c'est au fond, l'idée, c'est l'activité qui est intéressante, en fait, à maintenir pour la santé mentale. Et donc, c'est pour chacune de déterminer quel type d'activité est plus pertinent ou plus intéressant pour moi. Dans quel élément est-ce que je me sens le plus à l'aise? J'irais même plus activité, oui, mais l'enjeu d'être actif socialement, donc oui, de créer des liens, parce que quand on parle de la trajectoire à la retraite, il y a toute la dimension de l'isolement qui a un gros impact sur la santé mentale. Puis
c'est peut-être là où est-ce que le fait d'avoir des trajectoires comme le bénévolat ou comme Mur pour entreprendre ou la poursuite de travail viennent couper cet enjeu, en tout cas limiter cet enjeu-là d'isolement. Moi, je voudrais faire du pouce sur la question que Mme Tremblay avait apportée par rapport à la formation, qu'elle doit changer, c'est plus ce que c'était. Oui, c'est une chose, mais pour permettre une meilleure transition. Mais pour ceux qui veulent continuer à travailler, mais que l'employeur où ils travaillent n'est pas nécessairement ouvert ou qui n'ont pas pensé à une autre forme qui pourrait être, par exemple, de dire, tu sais, dans ce que tu fais, tu excelles, mais est-ce que tu serais prêt à donner du temps ou moi, je serais prête à donner du temps, de l'utiliser, j'aime pas le mot utiliser, là, mais de le mettre à contribution d'une forme de mentorat à contrat, de dire, à un moment donné, à chaque 6 mois, cette personne-là pourrait revenir dans l'entreprise, un peu partager comment ça se fait ou de faire du job shadowing avec un nouvel employé. Pas nécessairement bénévole, parce qu'il y a des gens qui aiment bien arrondir les coins ou les fins de mois. Donc, ce serait important de voir de quelle façon il pourrait peut-être avoir un programme qui se met sur pied, soit au niveau de l'employeur, mais ça peut être aussi au niveau de la société, de mettre à contribution justement les valeurs de cette expérience-là et de le partager, mais de le formaliser. Parce que le bénévolat, oui, moi j'ai 3 personnes que j'ai fait en balado, ils ne font que du travail bénévolat depuis leur retraite parce que leur pension ou ils n'ont pas le droit de faire plus que tant par année. Donc, il y a des freins aussi. Oui. Ça pourrait être élargi, ça pourrait être retravaillé pour dire, ils nous disent, revenez, on a besoin de vous. Mais les gens disent, ben oui, mais moi je retourne, mais je suis prête à travailler, mais j'aimerais ça être compensée parce que ça a une valeur. Ça a une valeur avant que je prenne ma retraite, ça a une valeur après. Puis les gens, ils ne diront pas non à ça, mais s'ils sont pénalisés, ils vont être plus réticents à le faire. Oui, là-dessus, moi, je vais juste dire quelque chose rapidement. Moi, je ne suis pas fiscaliste, mais je sais qu'il y a Luc Godbout, qui est un professeur à l'Université de Sherbrooke, qui récemment, justement, intervenait là-dessus, notamment dans l'émission Zone Économie à RDI, et qui disait que, justement, on a beaucoup, c'est vrai que l'État n'a pas tout corrigé, là, les enjeux de fiscalité, mais par contre, il y a quand même des améliorations dans les dernières années. Donc, on reste sous l'impression qu'on perd tout quand on va travailler dans certains cas, mais là, il semble que quand même, il y a certains aménagements. On pourrait certainement souhaiter que ce soit encore mieux. Parfois, les gouvernements ont donné des incitatifs. Au fond, l'incitatif majeur, c'est si vous vous retirez plus tôt, bien, en fait, vous perdez un peu, ou en tout cas, votre régime de retraite ne continue pas à s'améliorer, mais aussi, si vous restez plus longtemps, il va s'améliorer. Malheureusement, et je pense qu'encore récemment, on disait ça, les améliorations sont parfaites après 65 ou après 67, alors qu'au Québec, la réalité, c'est que beaucoup de gens quittent à 60 et 61 ans. Et je vois dans la conversation, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui posait la question sur les pourcentages des personnes en emploi, et c'est vrai que c'est radical. J'ai quelques chiffres là-dessus. Il y en a des beaucoup plus détaillés sur l'Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada. On peut avoir en détail par groupe de 5 ans, mais disons, là, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais quand même de 45 à 54 ans. Là, les taux d'activité sont plutôt autour de 85 pour les hommes au Québec et 80 pour les femmes au Québec. Là, on est dans le groupe des 45 à 54 ans. 55 ans et plus, ça tombe radicalement à 36 pour les hommes et à 26 pour les femmes, pardon. Donc, ça, c'est 55 ans et plus globalement. Par contre, si on va plus finement, évidemment, les 55 ans sont plus actifs. À 60, ça baisse. À 65, à 60, ça baisse déjà même de manière très importante. À 65, encore plus. Et à 70, on est vraiment dans des petits pourcentages. Alors que dans des pays comme les pays nordiques, le Japon et même les États-Unis, on a même à 65 et 70 ans des taux d'activité plus élevés. Aux États-Unis, c'est malheureusement parfois parce que vous savez que les régimes de santé aux États-Unis sont très privés. Alors, certaines personnes vont conserver un emploi simplement pour maintenir un régime d'assurance santé qui a de l'allure. Par contre, dans les pays nordiques et au Japon, surtout les pays nordiques, c'est l'État.
Donc là, c'est vraiment parce qu'on leur fait une place sur le marché du travail et que ces personnes ont envie de continuer. Alors, c'est clair qu'il y a quand même une marge au Québec, là, ne serait-ce qu'en comparaison, je l'évoquais avec l'Ontario, il y a 3 points de pourcentage d'écart. C'est-à-dire qu'au Québec, le taux d'activité, disons qu'il est, par exemple, là, ici, si je prends les hommes 55 plus 36, ben, au Canada et en Ontario en particulier, ça serait autour de 40 ou 41%. Alors, il y a vraiment déjà, et ça, je sais que certains économistes l'évoquaient dans notre question de rareté de main-d'œuvre, si déjà on avait un taux d'activité ou un taux d'emploi comparable à celui de l'Ontario, les chiffres que je donnais ici, c'est les taux d'emploi, c'est-à-dire les personnes qui ont un emploi. Le taux est un petit peu plus élevé si on ajoute les personnes en chômage, mais qui recherchent un emploi. Mais tout de même, globalement, on peut dire que la majorité se retire vraiment du marché du travail dans ces groupes d'âge-là. Et donc, certainement qu'on pourrait, comme on a quand même des économies à peu près comparables quand même avec l'Ontario et le reste du Canada, on pourrait s'imaginer qu'il y a certainement des freins sociaux qui font qu'il y a des taux plus faibles. Alors, il y a vraiment ça. Oui? Pardon, est-ce qu'il y a une étude justement qui démontre c'est quoi les freins, les raisons pour lesquelles il y a une grosse différence comme ça entre différentes provinces? Je pense qu'on les a beaucoup évoqués. Il y a ces différents facteurs-là. Il y a comment le comportement des employeurs. Il y a les individus aussi. Comme je disais, socialement, on a un peu créé cette image de retraite positive, que finalement, donc on crée des aspirations à la retraite qui sont parfois justifiées, comme on disait, bon, parfois physiquement, les gens, et je pense que ça aussi, il faut faire attention. Il y a déjà eu une proposition du côté du gouvernement fédéral qui était de pénaliser les gens de moins de 65 ans qui prenaient leur retraite. Je pense que ça, il faut faire attention parce qu'effectivement, la pénalisation risque de toucher les personnes à plus bas revenus qui travaillent dans le manufacturier, l'école bleue, bon, quoique l'école bleue sont souvent quand même, dans certains cas, bien rémunérés, mais dans le manufacturier, il y a parfois des bas salariés et si on pénalise mur à mur, bien, on va pénaliser des gens qui ont des revenus plus faibles et des régimes de retraite moins bons, alors qu'au contraire, on va récompenser, entre guillemets, des personnes qui ont des meilleurs. Donc, je pense que socialement, c'est des choses qu'il faut regarder pour qu'il n'y ait pas trop de freins, que les personnes qui souhaitent continuer puissent le faire, mais sans imposer de continuer à le faire à des gens qui ne peuvent pas physiquement, par exemple, le faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est ainsi que, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, c'est ainsi qu'on va clore notre panel de discussion de la matinée. C'est sûr que si vous avez d'autres questions pour les intervenants, vous pourrez nous contacter et on pourra vous mettre en contact si vous avez besoin, mais je crois qu'ils ont aussi partagé leur lien dans le chat. Moi, j'aimerais clôturer en rementionnant la phrase de Maryse, partons d'un aspect positif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agisme autour de ce sujet, mais il faut en retenir que si les personnes continuent de travailler, c'est que ça leur apporte un bienfait pour santé physique, leur santé mentale, et ça leur permet de rester vivants. Donc, je voudrais clôturer sur cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Et je remercie nos invités d'avoir accepté notre invitation pour discuter de ce sujet ce matin. Et je remercie aussi les participants de s'être inscrits. Vous pourrez retrouver la totalité du webinaire sur notre site internet, sur le site de l'Association canadienne pour la santé mentale. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir.